donne la parole donc à notre dernier intervenant que je remercie pour sa patience de passer en dernier, donc Félix. Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux d'être là. C'est vraiment une journée et une discussion intéressante pour produire une intelligence collective de la situation. Et puisque je suis le seul jeune chercheur précaire, puisque hors contrat désormais, je voulais juste confirmer qu'en effet, la situation était difficile pour les jeunes chercheuses et chercheurs en recherche de poste, qu'en effet, les logiques d'autocensure, le stress de la précarisation, l'absence d'espace aussi pour l'interdisciplinarité et la difficulté en pratique à se faire embarquer dans des collectifs de recherche étaient des difficultés bien réelles, mais je voulais juste le mentionner en passant et le redire. Moi, en fait, mon intervention est sur la proposition de Juliette Calonnier qui m'a invité à prendre part à ce panel. Je voulais revenir sur des choses en lien en fait avec le contexte de sécuritarisation de la recherche de ces dernières années. Et puis connecter ça en fait à différents enjeux autour de la surveillance numérique, puisque c'est mon objet de recherche et des choses que je connais assez bien. Donc s'agissant d'abord des menaces qui pèsent sur les menaces, disons, juridiques et les formes de répression qui peuvent peser sur le travail de recherche, on a évoqué les procédures Bayon, notamment, alors je voulais citer quand même quelques exemples pour matérialiser et illustrer un petit peu la manière dont ça peut se passer. On a eu l'évocation de l'exemple du cas de Bruno Andreotti sans avoir le détail, mais il y a par exemple le cas de Thomas Clay, qui était un spécialiste de l'arbitrage de l'Université de Paris 2, qui a eu des déboires avec Bernard Tapie, puisqu'il avait porté un jugement de juriste donc, sur l'arbitrage dont avait bénéficié Bernard Tapie à l'époque. En 2013, un économiste, toujours à Paris 2, qui avait travaillé sur l'arrivée d'un nouvel opérateur sur le marché de la téléphonie mobile. Xavier Niel avait obtenu la saisie de son ordinateur en l'accusant d'avoir été rétribué par ses concurrents. Et plus récemment encore, Laurent Néret, un juriste spécialiste du préjudice écologique, avait été poursuivi par une multinationale de la chimie qui critiquait dans ses articles. Donc ces procédures Bayon, c'est quelques exemples. Et à vrai dire, je crois qu'on n'a pas de situation, de constat assez exhaustif sur ces cas. Mais ces quelques anecdotes montrent qu'il y a en effet un problème. Les enquêtes en sciences sociales sur le champ du pouvoir sont aussi entravées par l'étendue du secret, que ce soit le secret des affaires qui était reconnu en droit ces dernières années ou le secret administratif qui perdure. Pour ma part, moi, je travaille actuellement notamment dans le cadre d'un projet de recherche-action sur les nouvelles technologies de déploiement, enfin de surveillance policière qui se déploient dans l'espace public urbain dans les grandes villes françaises. Et pour ce faire, avec mes collègues, on mobilise énormément la loi CADA, une loi de 78 sur la transparence administrative, qui est un droit reconnu à tout citoyen de se voir transmettre des documents administratifs communicables. Il y a plein d'exceptions, mais c'est un outil d'enquête extrêmement important et précieux pour ce type de terrain. Et pour le coup, la loi n'est pas du tout respectée par les administrations auxquelles on s'adresse. Alors, ce n'est pas de la répression directe, mais en tout cas, c'est des formes d'entrave qui en passent par le droit ou la non-application du droit en l'espèce. On a évoqué la loi sur les archives, je ne reviens pas dessus, si ce n'est pour évoquer quand même le fait que, par exemple, et souligner, peut-être pour aller dans le sens d'Olivier Beau et son propos sur un particularisme, ou en tout cas une situation particulièrement problématique en France. Je crois que c'est le cas aussi du coup sur l'accès aux archives. Dans le cadre du postdoctorat que je termine aux séries avec Didier Bigot sur l'histoire et la sociogénèse du contrôle des services de renseignement. Je travaille actuellement sur l'informatisation de la surveillance d'État par les services de renseignement aux États-Unis dans les années 60 et je peux bénéficier dans ce cadre-là de l'accès à de nombreuses notes et documents issus des services de renseignement qui ont été déclassifiés depuis 10, 20, 30 ans parfois. Et demain, je souhaite faire le même type de recherche sur l'informatisation des services de renseignement français dans les années 70, par exemple, la loi sur les archives et en tout cas les amendements adoptés l'été dernier, avec toutes les exceptions qu'il prévoit, obèrent de manière assez significative la possibilité de mener à bien ce type de recherche historique. Je voulais mentionner ces quelques aspects avant d'en venir du coup à mon objet de recherche qui est la surveillance numérique. Et je voulais d'abord parler de la surveillance par les autorités dans un contexte de politique sécuritaire qui se sont fait sentir de manière plus aiguë ces 7 dernières années en France, depuis 2015 en particulier. Moi, je n'y ai pas été directement confronté dans le cadre de mes travaux,
Et à vrai dire, c'est en 2015, alors que je commençais à travailler comme assistant de recherche aux séries, que je travaillais sur la loi renseignement, que j'ai commencé à la suite des révélations Snowden, à prendre conscience du fait que mon objet de recherche posait aussi des enjeux au milieu professionnel auxquels je ne prenais pas. Et cette année-là, le sociologue, dans le cadre de l'examen du débat législatif sur la loi renseignement, le sociologue Marwan Mohammad avait publié une tribune qui expliquait déjà, donc à l'automne 2015, qu'il avait dû, lui, renoncer à certains terrains sur la radicalisation afin de protéger ses sources, de peur de voir la surveillance par les services de renseignement compromettre ses sources, justement. En 2016, on a eu aussi le cas d'un chercheur en sciences sociales non identifié qui avait saisi le défenseur des droits suite à une perquisition administrative menée dans le cadre de l'état d'urgence et présenté, donc ce chercheur a été présenté dans un rapport du défenseur des droits comme un militant contre la radicalisation islamiste, apparemment victime d'une erreur, mais un cas isolé qui s'est traduit par une perquisition administrative et qui semble en fait pas si isolé que ça. Il y a d'autres anecdotes similaires, notamment une documentée par Sylvain Lorrain sur le cas de Thierry Dominici qui travaillait sur le milieu nationaliste corse dans le cadre de son doctorat il y a déjà quelques temps. Et puis en 2018, il y a eu un colloque à Aix-en-Provence, à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence en mai 2018, qui était consacré aux formes de contrôle et de mise en administration des sciences sociales. C'est de ce colloque d'ailleurs qu'a adapté l'ouvrage qui a été mentionné tout à l'heure, L'enquête en danger, qui vient de paraître, auquel j'ai modestement contribué à travers un entretien avec Yves Mirmand. Et lors de cette rencontre en 2018, donc, les témoignages des participants mettaient en évidence les processus de sécurisation associés à l'antiterrorisme et la manière dont ils pesaient sur les travaux en sciences sociales. De jeunes doctorants et doctorantes, des chercheuses et chercheurs plus établis aussi, avaient fait à leur part de leur difficulté à mener des enquêtes sur l'islam et les mouvements politiques associés en France, associés à l'islam politique, que ce soit d'ailleurs en France ou au Moyen-Orient. Certains avaient été dissuadés de travailler sur ces sujets, tandis que d'autres avaient été envoyés sur des terrains, souvent à l'étranger, des terrains à risque, sans aucune préparation, sans aucun soutien, et donc au péril de leur vie, avant d'être suspectés parfois à leur retour par les services de renseignement français de connivence avec des groupes islamistes. Et je tiens à le préciser, d'autant plus qu'on est au CERI, le Centre de recherche international, qu'il n'y a pas besoin d'être directement dans un pays pour s'exposer à la surveillance de ces données, de ces communications par les autorités nationales. Ce n'est pas parce qu'on est à l'étranger que nos communications et nos données échappent, par exemple, à la surveillance des services de renseignement de ce pays. Puisque à l'heure d'Internet et des flux de données transnationaux, les politiques de routage et de stockage des données sur Internet font que, et dans le cadre aussi des systèmes de surveillance de masse qui se sont développés au sein des grandes agences de renseignement, en fait, nos données transitent par des infrastructures situées dans d'autres pays, font l'objet de ces programmes de surveillance massive qui, en général, se sont développés sur les communications internationales, les communications nationales étant censées bénéficier d'un plus haut niveau de protection au plan juridique. Et donc, il y a aussi, en plus, au-delà de ces aspects de, disons, circulation internationale des flux de données, qui exposent donc des données à toutes sortes d'acteurs, des accords d'échange de données entre services de renseignement. Et pour illustrer la manière dont ces systèmes contemporains de surveillance par les services de renseignement peuvent peser sur des chercheurs et chercheuses en sciences sociales, je pourrais prendre un cas fictif qui serait celui d'une chercheuse française travaillant sur la Russie, qui correspondrait avec des sources sur place et qui pourrait en fait voir ces données, dans ce cadre-là, ces données, ces communications Internet, glanées par la DGSE dans le cadre de ces programmes de collecte du trafic Internet, puisque le Premier ministre peut autoriser la DGSE à collecter massivement des données en provenance ou à destination de certaines zones d'intérêt pour les services. Et si lors d'un voyage aux États-Unis, toujours un cas fictif, cette même chercheuse voit son matériel informatique inspecté lors d'un contrôle aux frontières et que ces données de recherche tombent dans les mains d'une agence états-unienne, on pourrait imaginer ça. Il est très possible aussi que ces données soient ensuite échangées par les services de renseignement américains avec leurs homologues français. Voilà, tout ça pour souligner ce type de configuration et rappeler que même si secret d'État oblige, on a très peu de visibilité évidemment sur ces phénomènes, il faut néanmoins en avoir conscience, ne serait-ce que pour discuter collectivement de la manière dont on paraît à d'éventuels risques. Et je voulais aussi citer le cas au-delà des recherches sur des zones géographiques sensibles de ce point de vue, mentionner aussi évidemment le cas des mouvements sociaux.
puisque certaines thématiques exposent les chercheurs à la surveillance d'État également, donc les mouvements sociaux. Il faut savoir que depuis l'été 2019, la surveillance des mouvements sociaux est une priorité affichée du renseignement français, dans le cas suite à la crise des Gilets jaunes, a fortiori évidemment s'ils sont susceptibles de verser dans diverses formes de violences politiques. Et à ce sujet, il faut savoir que le poids relatif de la surveillance des mouvements sociaux dans l'ensemble des mesures de surveillance mises en œuvre par les services de renseignement croît à un rythme très élevé. Il est passé de 6 à 14% du total des mesures de surveillance pratiquées par les services français entre 2017 et 2019. Et encore, ces chiffres ne donnent pas du tout toute la mesure du phénomène. Et donc, je citais l'exemple des Gilets jaunes, qui a évidemment constitué un moment et un tournant de ce point de vue-là. En tout cas, c'est ça qui a conduit à réafficher la priorité de la surveillance des mouvements sociaux au niveau français. Et il faut savoir que dès la fin de 2018, lorsque les services de renseignement s'organisent pour identifier les meneurs de cette mouvance protéiforme et décentralisée, et ce malgré les réserves de certains préfets et certains agents un peu gênés par cette opération de surveillance politique à la licéité assez douteuse, à ce moment-là, il est probable que des chercheurs qui réalisaient des terrains sur les ronds-points aient pu constituer des cibles de choix pour les services, puisque la loi française autorise des mesures de surveillance pour toute personne qui serait susceptible de révéler des informations utiles à la poursuite des finalités des missions du renseignement. Il ne suffit pas d'être identifié comme une menace, mais simplement de pouvoir… il suffit que la surveillance de nos données, de nos communications, de nos faits et gestes puisse conduire les services à collecter des informations pertinentes pour leur mission. Et donc, depuis sa position d'observateur, la chercheuse ou le chercheur peut donc être la cible licite et une cible de choix pour les services de renseignement. Et je voulais, avant de revenir rapidement sur ces questions, mais toujours pour constituer un petit peu le panorama des menaces, puisque c'était un peu l'angle qui était proposé. Il y a évidemment l'enjeu du point de vue de la surveillance numérique, de la place des GAFAM à l'université. On sait que les infrastructures de ces acteurs oligopolistiques de l'économie numérique fonctionnent en symbiose avec les systèmes de surveillance étatiques. Et par ailleurs, beaucoup d'établissements français, mais de par le monde, y compris parmi les mieux dotés comme Sciences Po, ont cessé de développer, comme c'était l'usage, des outils en interne, des outils respectueux de la vie privée, souvent fondés sur des logiciels libres, pour faire appel aux services des grands acteurs comme Google ou Microsoft, accoutumant les étudiants, les chercheurs et les personnels de l'ESR aux produits de ces entreprises en position oligopolistique, ce qui pose évidemment des questions éthiques, même si les enjeux sont peut-être moins pressants et moins sérieux que ceux que je soulignais juste avant. Et puis évidemment, en fait, cela a conduit à des situations paradoxales, puisque moi, ça a été mon cas avec Didier Bigot lorsqu'on rédigeait le plan de gestion des données du projet qui s'achève dans quelques semaines. C'était il y a 2-3 ans. On consulte la direction des affaires juridiques de Sciences Po l'utilisation de ces outils dans le cadre du projet de recherche, et celle-ci recommande en fait de ne pas utiliser les outils fournis par Sciences Po, notamment Google Drive, en estimant à raison qu'il y a une incompatibilité juridique avec les règles européennes en matière de protection des données, dans la mesure où Google ne peut garantir un hébergement des données en Europe. Et puis enfin, on l'a mentionné très rapidement, il y a évidemment les sortes d'injonctions contradictoires auxquelles sont soumises les chercheurs, et qui relèvent là moins de la sécuritarisation que des formes de managérialisation et de gestion technocratique de la recherche qu'on a aussi largement souligné cet après-midi. Et je veux parler à la fois du RGPD, donc Règlement général sur la protection des données personnelles, et de l'open data, puisque si on suit à la lettre le droit applicable du RGPD, ça a conduit à des règles et des procédures extrêmement sourcilleuses, parfois disproportionnées par rapport aux risques en termes de vie privée, et donc des préoccupations louables qui conduisent en fait à des situations parfois un peu kafkaïennes. Et par ailleurs, on encourage aussi les chercheurs à pratiquer l'open data, sauf que être très ouvert et très transparent, jouer à plein la politique de l'open data et vouloir en même temps être exemplaire sur le plan de la vie privée, ça mène à des situations parfois intenables, s'agissant par exemple des notes d'entretien. Mais je passe pour finir et sur les pistes les outils, les espoirs et les besoins qui seraient ceux de notre profession par rapport à ces enjeux. Je voulais mentionner tout d'abord le fait qu'il y a eu il y avait Sylvain Laurens tout à l'heure dans la salle, je crois qu'il est parti, mais
dans un ouvrage de 2010 qui s'intitulait « Enquêter de quel droit ?» qu'il avait co-dirigé avec Frédéric Neyrat. Il faisait la proposition en fait de créer un droit et en tout cas des règles juridiques protectrices de la liberté académique, notamment quelque chose qui serait modelé sur le droit à la protection des sources, modelé sur celle des... Bon, cet appel est resté un vœu pieux. Il faut savoir que la protection de l'indépendance des enseignants-chercheurs, qui est reconnue par le Conseil constitutionnel depuis les années 80, je n'ai plus la date exacte en tête, et en fait a une portée relativement limitée. Par exemple, on s'était posé la question en 2015 de savoir si les enseignants-chercheurs, par rapport au phénomène de la surveillance d'État dont je parlais il y a une minute, si ces enseignants-chercheurs pouvaient faire l'objet d'une protection spéciale, telle qu'elle existe par exemple pour les magistrats, pour les parlementaires, pour les avocats ou pour les journalistes, notamment dans la loi renseignement, il y a des règles spéciales pour ce type de profession. Le Conseil constitutionnel avait jugé en 2015 que le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs n'implique pas, je cite, que les professeurs d'université et maîtres de conférences doivent bénéficier d'une protection particulière en cas de mise en œuvre à leur égard de techniques de recueil de renseignements. Et à ma connaissance, cette absence de protection spécifique vaut aussi en matière judiciaire. Donc, un droit à l'enquête scientifique avec ses différentes déclinaisons dont ce droit à cette protection particulière dans le cadre de la surveillance d'État, par exemple, c'est qu'une composante, hein, il faudrait en penser d'autres. Mais ce droit à l'enquête scientifique reste dans différents contextes une revendication importante, mais qui reste pour le moment lettre morte. Et donc, évidemment, la prise de conscience croissante que traduit ce colloque, que traduit l'apparition d'ouvrages et certains numéros de revues, l'émergence aussi de nouvelles organisations professionnelles et de mobilisation comme Rogue ESR, ce sont autant de bonnes nouvelles qui font espérer, et en tout cas font espérer qu'émergent actuellement des moyens d'action collective qui pourront être activés pour défendre ces droits. Et je pense que par rapport aux quelques aspects que j'ai mentionnés, ce serait important d'organiser des modalités de défense collective face à la surveillance ou aux poursuites judiciaires, documenter de manière plus exhaustive les cas, créer des réseaux de solidarité qui me semblent manquer à l'heure actuelle, cultiver aussi des approches et des techniques d'enquête sur des terrains sensibles qui puissent nous mettre à l'abri de la surveillance d'État ou de possibles répercussions. Et je crois que dans les années 80, 70, c'était des préoccupations assez importantes dans certaines communautés de recherche en sciences sociales. J'ai commencé à collecter une bibliographie sur ces aspects que je n'ai pas eu le temps de vraiment consulter pour le moment, mais je pense qu'il y aurait des choses importantes peut-être à réélaborer et à partager, des savoir-faire, des techniques à transmettre. S'agissant de la surveillance numérique, avec Didier Bigot, on avait organisé des petites sessions de formation à la protection des données et comme une manière de populariser certaines bonnes pratiques en la matière. Et je crois qu'il faut multiplier ces initiatives et peut-être que certains des enjeux qu'on a évoqués cet après-midi pourront être adressés, pris en compte et défendus dans le cadre de l'association qui va être annoncée dans un instant et dont, à vrai dire, sur laquelle j'ai très envie d'en savoir plus. Donc, je m'arrête là et je vous remercie pour votre attention.